On continue sur le même algorithme de KNN, donc classification et régression. Cette fois-ci, je vais mettre l'accent un peu sur aussi la régression. On va faire un exercice sur la régression pour voir comment ça fonctionne. Mais on va utiliser la bibliothèque scikit-learn qui facilite énormément la tâche. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous allez voir que avec 3 lignes, on peut faire tout ça. D'accord? Donc en fait, et on va partir sur la base d'un exercice ou bien d'une application. Donc en fait, je ne sais pas ce que vous connaissez déjà la base de données MNIST. MNIST avant c'était NIST, puis Mixed ou bien comment on a Modified, donc National Institute of Standards and Technology. MNIST, c'est une base de données qui contient 60 000 plus 10 000 images juste pour des chiffres écrits à la main. D'accord? Par exemple, 1975. Voilà, c'est à la main. Donc, en fait, comment lire ça? Donc, la base de données est composée, comme je l'ai dit, de, voilà, 70 000 images. Images normalisées, centrées à 28 pixels. Je pense, le traitement d'image, vous l'avez vu en ITC, hein. Et donc, ce sont des images en noir et blanc. Voilà. Donc, 28 fois 28, ça fait combien? Ça fait 600, je sais pas combien. Donc, en fait, 28 fois 28, ça fait combien? Hmm, Bon, peu importe, c'est pas... Là, l'idée, c'est quoi? Partant de cette base qui existe déjà sous Python, donc voilà, donc en fait, on va prendre de cette base 80% pour test, pour train set, 80% pour train set, et on va prendre 20% pour test set. C'était ça. Donc, on va juste, voilà, l'importation de la base de cette base de données. Donc, from scikit-learn.dataset import fetch OpenML. Et puis voilà, donc un list, c'est égal à ça. Donc, vous pouvez l'importer, ça va prendre un peu du temps. Mais vu que la base est vraiment importante, on va utiliser que 15% pour simplifier un peu la tâche. On va utiliser que 15% de cette base pour faire cet exercice, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'exercice avec 100%. Au contraire, ça va donner des résultats beaucoup plus meilleurs. Mais on va réduire cette base à 15%, c'est-à-dire au lieu de 70 000 images, on va prendre, si je prends 15% de ça, ça va me donner donc 10 500. D'accord? Donc c'est 15% pour des raisons de calcul, hein. Là, qu'est-ce que je vous invite à importer ça. Vous copiez-collez, voilà, donc en fait sur vos machines. Donc je pense que je suis là. Donc en fait, voilà, donc en fait, je vais tout redémarrer. Je vais supprimer tout. Et là, donc en fait, je vais exécuter ces 2 lignes pour moi. Et là, donc j'attends en peu de temps. Voilà, ça va prendre un peu du temps, hein. Ah, voilà, c'est importé donc en fait cette base. Voilà. Mais là, donc en fait, voilà, justement, ça prend du temps, hein. Donc là, l'échantillonnage, on va passer à l'échantillonnage de la base de données. Pourquoi on dit échantillonnage? C'est-à-dire, tout d'abord, on va définir, comme je l'ai dit ici, donc le vecteur ici, train set et test set. Mais avant ça, on va essayer en fait de prendre 15%. Mais là, ne vous inquiétez pas, on va pas faire vraiment des boucles for et utiliser NumPy. Là, juste vous importez donc ça, train test split. Donc, on fait du sklearn.model selection.
Ça permet de vraiment affecter, par exemple, 15%. Train size, je prends 0,15. Mais pour le moment, je vais faire deux lignes d'exécution, en fait, de commandes, parce que je vais définir tout d'abord une deuxième base qui représente 15%. Je vais définir le vecteur X utile, vecteur X non utile que j'ai pas besoin, dont j'ai pas besoin. C'est le 95%. Vecteur Y qui représente target. Donc ça, c'est target ou bien étiquette. Donc c'est celui-là, utile. Et je prends le 85% du reste non utile. Et là, j'applique train 7, c'est basique, hein, train 7. Je fais appel à la base, mlist.data et mlist.target. Voilà. Donc, en fait, c'était ça. Train size. Celui-là permet de réduire la base à 15% et il va définir à la fois quatre vecteurs. Le vecteur train 7 qui contient, en fait, la base train 7 qui contient un vecteur x, x train ou bien x utile, x non utile, y utile, y non utile. À la base, c'était pour déterminer x train x test, y train, y test. Mais nous, on a fait ça deux fois. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Par la suite, à la deuxième ligne, on va appliquer ça pour définir train, celui-là, test, celui-là, pour x, hein, et puis les étiquettes train et les étiquettes test. Et je fais la même commande, en fait, mais j'applique ça sur le vecteur X étude, vecteur Y étude, et size 80%. 80%, c'est-à-dire affecté à train, et 20% affecté à test. Donc, vous copiez ça et vous appliquez. Donc, vous aurez, en fait, ça. Les schémas. Donc, à ce que je comprends de deux lignes vocaux, c'est qu'on utilise 80% de 15%. Les trains Ouais, extraits, voilà, c'est le 80% de 15%. 80% de 15%, effectivement. 80% de 15%, ça donne bah oui, il faut vous multiplier 0,8 fois 10 500. Voilà. Et D'accord. puis le reste, c'est pour 20% pour le test. Et quand même, c'est gigantesque, quoi, par exemple. Maintenant, donc en fait, là, c'est expliqué quand même. J'ai donné quelques explications. La fonction train test split donc permet de séparer les données en deux groupes. Voilà. Et on l'a utilisé deux fois ici. Donc vecteur x utile et vecteur y utile, c'est les deux premiers groupes. D'accord? Puis on a défini aussi vecteur x utile représente les pixels de l'image. Il s'agit donc d'une matrice de taille 28 fois 28. En réalité, c'est un vecteur. On rend ça un vecteur, donc 28 fois 28 fois 1. Donc, dont les valeurs sont comprises entre, voilà, vous connaissez ça, je pense, donc en fait, image niveau gris. Et vecteur y utile, en réalité, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 10 possibilités. Donc voilà, 80% des données sont utilisées comme d'entraînement, données d'entraînement, vecteur X train, 20% donc vecteur X test. Maintenant, l'algorithme K plus proche voisin. Et ici, on va travailler avec le nombre K fixé. D'accord? Donc, il suffit, entre parenthèses, pour vos TPE, vous pouvez utiliser ces modules, hein. Vous n'avez pas de souci. Donc, vous appliquez, vous utilisez la bibliothèque scikit-learn et ça marche, hein. Donc là, donc en fait, on va appeler neighbors, donc from scikit-learn, et on va fixer, voilà, c'est très simple. On définit notre donc algorithme KNN, neighbors.neighbors classifier 3. Donc en fait, on fixe ici K égale 3. K égale 3. C'est à vous de fixer K ici, hein. Donc si vous voulez K égale 5, vous écrivez 5, c'est tout, hein. Et puis, donc en fait, c'est la phase d'apprentissage. C'est très simple, vous appliquez knn.fit, knn.fit. Et vous donnez quoi? Donc, bien évidemment, vous donnez le vecteur x train et l'étiquette train. Voilà.
C'est tout, c'est sa façon d'apprendre, hein. Maintenant, vous faites deux lignes. Donc voilà, ça c'est le modèle que nous voulons utiliser. Et ça, c'est l'apprentissage en fait pour lui. Et donc en fait, bien évidemment, là, c'est la prédiction. Donc en fait, là, ça contient aussi la fonction ou, la fonction tout existe dedans. Là. Vous voyez, on voit très bien. Là. Mais sa façon d'apprendre. Donc en fait, j'appelle classify, je précise K et je sauvegarde les données. Donc en fait, vecteur train et vecteur étiquette train, c'est tout. Puis je passe à la prédiction. Tellement la vie est belle, hein, avec cette learn, hein. Tout le monde, ils font ça, et ils sont heureux, ils sont contents, hein. Prediction égale KNN.predict. Voilà, predict de quoi? Vecteur X test. Tu introduis ça, c'est tout. Donc par la suite, tu peux afficher les prédictions. Et puis, donc en fait, on peut ici, même on peut faire mieux, hein. Ici, on peut voir la liste des prédictions correctes. Donc, correct, donc égale prédiction de i, et deux fois égale ici, étiquette test.value de i, for i le long de la longueur de la liste de prédiction, quoi. Et puis, on peut calculer le pourcentage. Mais là, on peut voir une autre commande, c'est point score, qui permet de donner donc le pourcentage d'erreur ou bien l'efficacité du problème, de l'algorithme. Pourcentage, c'est très simple. Pourcentage d'erreur, c'est un moins la somme des listes de prédictions correctes sur la longueur de la liste de prédictions. Mais vous allez me dire, là, il va retourner true false, hein. Là, il va retourner true false. Et là, donc, en fait, vous savez que true plus true, c'est égal à 2. True plus true égale à 2. False plus true égale 1. False plus false égale 0. Donc, en fait, on peut se baser sur cette somme, hein. Donc, vous copiez ça et vous essayez d'expertiser, voir comment ça fonctionne, hein. Qu'est-ce que ça donne? Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Donc, en fait, je vais exécuter ça. Et voilà. Il m'a donné le pourcentage d'erreur, hein. En fait, c'est pas l'efficacité, c'est le pourcentage d'erreur. C'est pour ça qu'on a fait un mois. Un mois. Si je fais autrement, si je fais l'efficacité, donc je peux en fait faire ça, hein. Je dis par exemple efficacité, pourcentage d'efficacité égale, au lieu de 1, j'enlève ça. Je pense que c'est bon maintenant. Le pourcentage d'efficacité et pourcentage d'efficacité. Bah, tout est simple, tout simplement. J'ai rien fait, hein, je m'amuse un peu là. Voilà, donc c'est 95,09%. Bon, c'est sympa, non? Donc, mon modèle permet de lire à 95% à une écriture à la main des chiffres. À 80%, c'est correct. Mais attention, j'ai pris 15% de la base. Si je prends, j'utilise toute la base, bah je vais galérer beaucoup, peut-être ça va prendre beaucoup de, mais quand même, une bonne prédiction, donc, en fait. D'accord? Donc voilà, donc c'est ça. Donc en fait, ce que je peux dire là, quelques interprétations, vous pouvez les voir ici, hein. Donc en fait, création, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Là, donc en fait, voilà, création d'un modèle, donc K égale 3, sauvegarder, c'est l'algorithme ici n'effectue aucune optimisation, mais il va juste sauvegarder, c'est sa manière d'apprendre, quoi. La prédiction des étiquettes, et puis, liste, on construit la liste de prédiction et puis le pourcentage, voilà. Donc, en fait, rappel, true plus true, c'est égal, et false plus false égal. Donc, voilà. Je pense que c'est simple, là. Donc, en fait, je passe. Maintenant, on va essayer de chercher la meilleure valeur de K. La meilleure valeur de K. Vous n'avez que copier ce code et vous allez voir. Donc, en fait, j'ai écrit ici erreur. Initial for K, un range de 2 à 15, vous pouvez modifier.
On appelle de nouveau, vous voyez, chaque fois on appelle, donc en fait, Canable Classified, donc K est variable ici. Canen Fit, donc en fait, chaque fois on sauvegarde les données de nouveau. Et puis, voilà, là, donc en fait, si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Canen.score. Canen.score, ça permet de donner l'efficacité. J'aurais dû ne pas écrire cette ligne que vous avez vue tout à l'heure. Donc, en fait, si je reviens ici et je prends ça, Canen, point, donc en fait, je pense que je prends que ça, non? C'est ça. Et je l'écris ici. J'écris par exemple F égale ça. Donc F va me donner, voilà. Donc en fait, vous voyez qu'un ça donne l'efficacité. Vraiment, il n'y a pas plus beau que ça, hein. Donc voilà, donc en fait, je reviens ici. Donc, et vous pouvez afficher par la suite. Si vous copiez ça, vous aurez ce code, hein, ce graphique qui permet d'afficher, hop, l'autre, on n'a rien affiché, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, donc en fait, il est un peu fatigué, mais voilà. Ben, c'est pas exactement ce que j'ai affiché ici, ce que vous avez ici, c'est pas le même graphique, mais nécessairement aussi, si vous comparez ce que j'ai trouvé avec ce que vous avez trouvé, il n'est pas le même, et c'est tout à fait normal parce que il traite en fait les choses aléatoirement pour, il essaie de prendre la base avec les 80%, tout ça. Donc, en fait, il fait lui-même, en fait, une approche aléatoire. Si je le fais, je refais le travail, parce que, en fait, voilà, je refais le travail, je peux trouver, tomber sur une autre, en fait, une autre chose, hein. Regardez. Je vais refaire tout ça, mais ça va prendre encore du temps parce que vous voyez la mémoire comme il a dit Siddhartha, donc en fait, parce que ça va prendre encore du temps. Mais je vais donc tomber sur une autre courbe, je pense. Ben voilà. Mais pour interpréter cette courbe entre-temps, vous voyez, donc en fait, pour k égale 3, j'ai l'erreur minimale. Donc en fait, à peu près 4, bon, 4,8%. Et chaque fois k augmente, donc l'erreur augmente. Mais si j'augmente k vers, donc en fait, vers quoi? Vers, euh, par exemple, je prends 30 ou bien 50, vous allez voir que l'erreur va augmenter beaucoup, hein. Ah, voilà. Maintenant, tout ce qu'on a fait ce matin, donc en fait, vous voyez, donc en fait, en deux, trois lignes, on peut tout faire. Juste vous amener dataset. Et vous comprenez qu'est-ce que vous faites, en fait. Vous avez l'étiquette, vous avez donc en fait l'X. Attention, le X, les features appartient à, c'est un espace de dimension n. Donc Y, c'est un vecteur de dimension 1 fois n fois, plutôt m fois 1. M fois 1, c'est le nombre de lignes, donc en fait le nombre d'observations sur les. Et voilà, donc en fait, tout simplement. Bon, vous voyez là, donc en fait, l'inconvénient ici, c'est que chaque fois, on fait, voilà, mémoire, c'est 80% qu'il utilise. Là, donc en fait, c'est énorme pour arriver ça, c'est parmi les indicateurs, en fait, de cet algorithme-là. Mais ça serait mieux peut-être si on arrive, par exemple, vous allez voir avec un réseau de neurones, ça sera beaucoup plus efficace parce qu'une fois on arrive, la machine apprend, elle permet de te donner le modèle et là, le modèle, tu laisses tomber la base, tu l'utilises directement. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est l'avantage apporté par le deep learning. Mais pour arriver à apprendre, ça demande beaucoup de temps. Bon, j'attends. Mais entre-temps, donc en fait, voilà, donc en fait, par exemple ici, vous voyez, pour k égale 3 et 4. Bon, a priori, je suis pas loin, hein, je suis pas. Ah, bon. Maintenant, l'efficacité, comme je l'ai dit, pour l'efficacité, donc vous utilisez le KNN qu'on a défini au début, donc en fait, point score. Voilà, vecteur X test et étiquette test. Et on va afficher ça. Bon, je pense que je vais afficher tout à l'heure, hein.
Donc, j'attends jusqu'à ce que je sorte de ça. Bah, voilà, c'est bon. Donc, en fait, maintenant, voilà, j'ai un peu moins. Donc, en fait, 4 virgules. Et là, donc, en fait, toujours pour k égale 3. Voilà, c'est la même chose. Je sais pas si je change de 15 à 25, ça va prendre beaucoup du temps ou non. Mais là, je vais exécuter quand même. Je pense quand même, je vais travailler cette fois-ci sur la base de 15%. Allez, ça va passer. Hop, on attend quand même. Bah voilà, cette fois-ci, toujours, bon, cette fois-ci c'est 3 aussi. Vous voyez comment, donc en fait, chaque fois qu'elle augmente, chaque fois, donc en fait, le pourcentage d'erreur augmente. Oui, donc en fait, bon, voilà, donc en fait, de toutes les façons, certainement, si vous allez travailler sur quelque chose un projet dans vos TPE, certainement, il faut faire ça, hein. Il faut chercher la valeur de cas optimale. Bon, l'efficacité, là, donc en fait, je passe directement à ça. Donc en fait, voilà, donc bon, à KNL.score. Donc en fait, voilà, il me donne 92%, 5%. Bien sûr, avec cette nouvelle, ouais. Donc en fait, et puis, bon, je reviens bien sûr toujours ici. Matrice de confusion. Donc, tout ce qu'on a vu, donc, mais avec scikit-learn. Matrice de confusion. Donc, en fait, maintenant, vous comprenez de quoi s'agit-il. Donc, vous importez plot confusion matrix. Donc, en fait, on refait la même chose. KNN neighbors.kn neighbors classify 3. On a choisi toujours 3, ça marche super bien. KNN.suite vector train, étiquette train. Class name, ça c'est l'étiquette. L'étiquette pour nous, c'est de liste de range de 10, en fait, de 0 à 9. Donc 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Mais en fait, voilà, c'est pas des chiffres écrits à la main, quoi. Et pour afficher la matrice de confusion, il y a deux sortes de matrices de confusion non normalisées. Et il y a la matrice normalisée. Vous allez voir la différence. Je vais tout d'abord représenter la matrice de confusion non normalisée. Non normalisée, c'est-à-dire il va nous afficher le nombre de tests corrects, d'observations correctes et le nombre de tests échoués et où exactement l'échec exactement, il peut classer l'échec exactement où. Donc, vous appliquez cette ligne, quoi. En fait, 10, en fait, vous pouvez changer. Plot confusion matrix, j'utilise KNN, vectorx test, bien sûr. Donc, en fait, la matrice de confusion, ce matin, j'ai mis l'accent dessus, c'est appliqué sur le data test, en fait, test set. C'est le dataset du test. Donc, en fait, voilà, étiquette test aussi. Puis, display label, c'est-à-dire les étiquettes, et class name, ce qu'on a défini ici, nous avons défini ici, hein. Donc, on l'a défini ici. Ça, c'est class name. Voilà. CMap, pour plus de beauté, pour votre matrice, on utilise la couleur blue. Normalize, oui, yes, no one. Donc, en fait, c'est pas une matrice normalisée, hein. Et puis, vous représentez, voilà, en fait, vous rajoutez le titre, hein. Donc, si vous copiez-collez, vous aurez cette matrice de confusion. Là, moi, j'ai rajouté quelques, pour la beauté, je pense. J'ai fait quand même, parce que l'affichage, au début, c'était un peu bizarre, mais par la suite, surtout pour la matrice de confusion, normalisé, il n'arrive pas à écrire, tu vois plus rien. Mais là, donc, en fait, voilà, la matrice de confusion. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, si vous regardez ici, la matrice de confusion, je sais pas est-ce que j'ai la même matrice ou non. Ça, c'est 216, ça, c'est 200. Voilà, ça change, hein, parce que, comme je l'ai dit. Là, par exemple, pour le 0, il a 203 en tout. C'est 203 éléments qu'il a testés et s'est trompé dans trois éléments et il l'a classé où? Dans, je pense, 6. J'ai cru que ça doit être classé dans 8. Il s'est trompé avec 6.
Il y a trois chiffres écrits à la main qui se trompent, qui croient que c'est 6. Si vous prenez un, il y a 231 qui sont corrects et un seul qui est faux et c'est trompé, c'est comme si c'est 7. D'accord? Pour deux, donc en fait, il y a, bon, là, il se trompe beaucoup là. Donc en fait, 187 sont corrects, mais il y a quatre qui sont comme si zéro. Il y a trois éléments qui sont si un, donc il y a deux ici, il y a deux ici pour 5, il y a 6 pour 7, pour 8, pour 7, oui. Bon, voilà, vous pouvez l'interpréter comme ça, hein. Mais voilà, donc en fait, pour voir le taux de réussite en tout, vous pouvez sommer ce qui existe sur la ligne là, sur la colonne, et vous divisez par la somme totale, là. La somme totale, là, donc en fait, il faut voir tous les éléments, là, on s'est trompé, là. Ou bien on connaisse déjà, hein, le nombre total des individus. Bon, voilà donc en fait la matrice de confusion de notre exemple. Mais là, donc en fait, ça permet de donner le nombre, mais on peut l'interpréter autrement. Matrice de confusion normalisée. Normalisée, c'est-à-dire ça va donner des pourcentages, ou bien donc on divise sur le nombre total. Donc vous voyez ici, c'est pas trop clair, mais là, donc en fait, vous voyez 0,99. Et là, il y a 0,015 qui sont d'éléments sont considérés comme si c'est le chiffre 7, je pense. Là, vous avez 1. Donc, il n'y a pas pratiquement d'erreur, mais ça, c'est trop faible devant le nombre d'éléments. Là, c'est 0,01, je sais pas, ça, c'est combien le chiffre. Ça doit être 0,91. Voilà. Donc, en fait, on va rallier cette partie pour voir. Donc, en fait, voilà. Maintenant, j'ai changé le font size. J'ai mis 6 pour que je puisse, en fait, lire, hein. Sinon, si je mets pas ça, j'arrive pas à lire. Je vais désélectionner. Si je mets que ça, j'arrive pas à lire, hein. Vous voyez, donc, en fait, c'est, bon, pour l'affichage, je sais pas s'il y a une méthode beaucoup plus meilleure que ça. Je suis preneur. Sinon, moi, j'ai utilisé ça. Français égale 6. Ça marche super bien pour moi. Ça permet d'afficher mieux. Voilà. Je peux quand même. Si je mets peut-être 7, ça sera mieux, peut-être. Je sais pas. Donc, en fait, et voilà. Bon. Il y a chevauchement quand même ici. Mais bon. 6, c'est mieux, hein. Ça permet de réduire un peu la taille des éléments de la matrice. Bon, là, j'ai donné quand même une idée sur comment normaliser la matrice. Comment normaliser donc la matrice. Donc en fait, voilà. Donc en fait, la matrice de confusion normalisée ne tient plus compte du déséquilibre. Et ça, c'est beau pour quoi? Pour le déséquilibre entre étiquettes. Tu vois? Par exemple, en fait, si vous regardez ici, il n'y a pas du tout le même nombre pour le 0, non plus pour 1, etc. Par exemple, pour 1, il y a 232, alors que pour 0, il y a 203 éléments. Là, donc, en fait, si vous prenez, par exemple, 8, il y a un peu moins, 157 qui sont corrects. Vous rajoutez 7, vous rajoutez 3, donc 167, plus 3, ça fait 170, et plus 7, c'est 177. Enfin, c'est encore moins. Donc voilà, donc en fait, pour ne pas tenir compte de ce déséquilibre, on peut normaliser. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser? On divise, donc en divisant en fait, ou bien on divise chaque ligne I par le nombre d'apparitions de l'étiquette I dans la base de données, c'est-à-dire la somme des éléments de la ligne I de la matrice de confusion non normalisée. Je compte le nombre, par exemple, des 1. Je trouve par exemple 300. Tout ce que, donc, en fait, je trouve dans la matrice normalisée, non normalisée, je les divise par ce nombre et ça devient, donc, en fait, une matrice normalisée. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Là, en utilisant que scikit-learn, si je reviens, vous voyez, en fait, là, c'est simple. Donc, en fait, là, vous apportez la base. Tout ça, c'est la base.
Voilà, l'échantillonnage de la base. Ça, c'est l'algorithme avec K fixé. Si vous fixez K, vous appliquez que ça et vous affichez. Même ici, vous n'avez pas besoin de calculer le pourcentage d'erreur. Vous pouvez appliquer directement point score. Donc, donc c'était ici, knn.score. Ça permet d'afficher ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus joli que ça. Et puis, vous pouvez étudier l'efficacité. Vous affichez là où, voilà, donc la matrice de confusion, normalisée, non normalisée, etc.